Salut à tous et bienvenue dans On vote à Skip, le podcast où on parle des élections politiques de 2024, car en 2024, on vote plein de fois. On est avec Jasmine, 18 ans, coucou, Daniel, 19 ans, salut, et Roméo, 17 ans. salut. Salut à vous trois, on aurait pu parler de politique de cette manière-là. Dans ce podcast à destination des jeunes issus de la génération Z, nous allons tenter de décoder, de décortiquer. Voilà, donc ça, on va pas du tout faire. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Moi, je comprends rien à la politique. Bah non, je comprends pas, juste je sais qu'il y a la gauche et la droite et c'est tout. Bah, je suis un débutant, quoi. Je suis un amateur. Mon avis n'est pas très pertinent. Je comprends à ma façon, quoi. Ouais, on n'en parle pas assez à l'école, je trouve. La politique, on nous apprend pas comment ça fonctionne, etc. Du coup, c'est un peu difficile de parler là-dessus, quoi. Donc si tu ne comprends rien à la politique, reste avec nous, ce podcast est fait pour toi. Alors les gars, est-ce que vous êtes chauds ? Oui. Allez, on fonce parce que cette année, on vote à Skip. Ça veut dire à ce qui paraît. On vote à Skip, un podcast RTBF pour capter la politique. Épisode 2, l'Europe. Dans cet épisode, on va parler des élections européennes, car cette année, à l'Europe, tu peux voter non pas à 18 ans, mais à partir de 16 ans. Mais avant toute chose, Jasmine, Daniel et Roméo, dites-nous quelque chose sur vous qu'on ne sait pas. Je m'appelle Roméo et j'adore les pâtes à la sauce tomate de ma grand-mère. Moi je m'appelle Jasmine et j'ai un chat qui est tout noir et qui s'appelle Velvet. Moi c'est Daniel et je joue de la guitare et de la basse. Eh ben, on a bien fait de venir. Bon, ça y est Loïc, je crois. Non. Si. Non, Si. c'est l'épisode où on part en vacances. Exactement, et c'est pourquoi nous entendons cette chouette petite musique et qu'on est en maillot de bain. D'ailleurs, Roméo est déjà pieds nus, quel bonheur. Tu es bien Roméo là ? Ah là, je suis bien. Ouais, très bien ça. Nous vous posons cette grande question. Quelle est votre destination favorite pour voyager en Europe ? Daniel ? J'y suis pas encore allé malheureusement, mais j'adorerais visiter la Suède. Moi ma destination favorite c'est le Portugal et plus particulièrement Lisbonne. Meine Lieblingsstadt ist Berlin. Bon, est-ce que quand vous voyagez, ça vous demande de la préparation ? Est-ce que c'est juste un sac, un slip et hop, c'est parti ? Ou plutôt tout préparer dans les moindres détails ? Bah, moi, heureusement, mon père organise tout au millimètre près, du coup, j'ai juste à mettre mes slips dans mon sac. Ok, donc ça c'est facile, Jasmine ? Je suis pas du tout organisée mais quand il s'agit de vêtements, je prends toute ma garde-robe dans ma valise. Ah moi, je suis un peu aventureux. J'aime bien aller dans un endroit et pas trop connaître et regarder ce qu'il y a à faire sur place. Quand même regarder la météo, mais à part ça... Ouais, ça va, c'est pas trop contraignant. Bah, figurez-vous qu'avant, voyager en Europe, c'était pas de la tarte. Et pour s'en rendre compte, figurez-vous que je suis allé voir ma grand-mère. On l'écoute. Alors, bonjour bonne maman, tu es ma grand-mère. Oui. Comment ça se passait avant quand on traversait une frontière exactement ? On était arrêtés à la frontière, il y avait souvent des files de voitures. On contrôlait là les cartes d'identité d'abord, et puis surtout le chargement qu'on avait dans la voiture. On ne pouvait pas, mettons, si on allait en France et qu'on revenait en Belgique, on ne pouvait pas apporter plus qu'une dizaine de bouteilles, mettons. On ne pouvait pas prendre plus de fards de cigarettes, etc. Donc c'était surtout un contrôle des douanes qui était important à ce moment-là. Et comment on faisait alors pour ramener du vin en grande quantité ? Il y avait des trucs et astuces ? Oui, on dissimulait dans les bagages, etc. Et on avait des amendes si on dépassait la quantité permise, quoi. Et avant de partir en Belgique, il fallait se préparer, il fallait prendre de l'argent différent parce que l'argent n'était pas le même. En général, oui, l'argent, on allait dans les banques. En général, on allait dans sa banque et on demandait, voilà, il me faut une centaine de francs français, etc., ou des milliers de francs français. On changeait à la banque, ici, avant de partir. On pouvait le faire dans le pays aussi, mais alors à des taux beaucoup plus élevés, quoi. Tu dirais que c'est plus compliqué maintenant de voyager qu'avant ou plus facile ? Oui, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il n'y a plus le change des monnaies, hein. Il y a moins de contrôle aussi, hein. Voilà, merci beaucoup bonne maman. Merci, Maxime. Alors je vous demanderai d'abord d'applaudir ma grand-mère, merci à elle pour sa participation. Ma question maintenant c'est de savoir si vous étiez au courant de tout ça, et que c'était si compliqué de voyager avant, enfin compliqué, c'était quand même une certaine procédure quoi. L'Union européenne a fait avancer quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. Et vous vous dites quoi quand vous entendez ça Ça doit être assez chiant, quoi. Parce que c'est vrai que, par exemple, on était passé en Suisse là pendant les dernières vacances. Et à un moment, on avait failli... Il y avait une dame qui nous avait fait des signes, une dame de la douane. Et du coup, on avait cru qu'on allait devoir fouiller la voiture. Et c'est vrai que ça avait l'air chiant de bouger toutes les valises, qu'elle fouille toutes les valises. Imagine, Jasmine, ce genre de situation, à chaque fois que tu traverses une frontière, n'importe où en Europe, c'est vivable, ça ? Impossible. Avec ma valise remplie de vêtements, mes parents ramènent toujours 1 milliard de trucs de partout, des boissons, de la nourriture, tout. Eh bien, si c'est super facile aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on appelle la libre circulation des biens et personnes. Donc c'est un concept qu'on doit à l'Union européenne, Loïc, c'est ça ?
Alors oui, l'Europe, c'est 27 pays, des lieux de rendez-vous comme Bruxelles ou Strasbourg, puis un hymne ultra stylé qu'on entend là, mais pas que, c'est aussi la liberté de pouvoir étudier, vivre et travailler dans n'importe quel pays de l'Union. Et c'est surtout le plus grand marché unique au monde, avec 447 millions de consommateurs. Alors ce bruit, Loïc, c'est le bruit d'un poulet. Ça veut dire que l'un de nos invités n'a pas compris un truc, et qui dit poulet, dit explication. Je pense qu'il y a eu un bug à partir de quel mot là ? Marché unique. Loïc, ça veut dire quoi ce mot ? Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a plus de droits de douane à payer quand il y a un échange de biens et services entre les pays de l'Union. C'est comme s'il n'y avait plus de frontières pour les marchandises, quoi. Un peu comme du temps de ma grand-mère. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que les produits qui viennent en dehors de l'Union européenne doivent respecter un ensemble de critères qui s'appliquent à tous les pays de l'Union, et peu importe par quel pays ils rentrent. C'est le cas de la viande de singe ou d'antilope. Pas question d'importer ces produits, qu'on soit à Bruxelles ou alors à Varsovie, par exemple. C'est pas mal, donc c'est pour protéger le consommateur, en fait. Ouais, mais ça va aussi plus loin. Ce marché unique contraint les entreprises à respecter certaines règles. Est-ce que vous voulez des exemples ? Oui, bien sûr. Très bien. Qui mange du choco au petit déjeuner ? Tout le monde, moi en tout cas. Il y a une célèbre marque de choco qui a sorti une pub que vous avez peut-être vu passer sur YouTube, par exemple. Oui, dedans, la marque dit qu'elle s'engage à ce que l'huile de palme qui vient l'Amérique du Sud. De quel arbre ? Du palmier. Du palmier. Très bien. Palmier, bravo à tous. Que cette huile de palme ne contribue pas à la déforestation. C'est pas mal comme engagement, ça. Oui, c'est pas mal, mais elle s'engage, c'est bien, mais en fait, ils sont obligés, c'est devenu une obligation dans l'Union européenne. Depuis avril 2023, l'Union européenne interdit l'achat et la vente sur son territoire de produits issus de la déforestation. Donc s'ils veulent vendre encore leur choco en Europe, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi en fait. Ouais, ça concerne tout ce qui vient du bétail, le cacao, le café, le soja, le bois et même le papier. Donc ici on a vu une application assez concrète avec cette pâte à tartiner de l'Union européenne sur les grandes marques et sur la protection des consommateurs. Mais pour vous, l'Europe, ça doit servir à quoi ? Ça sert un peu de protection pour les pays qui en font partie, non ? Dans quel sens ? Dans le sens déjà protection économique avec la même monnaie d'échange. Ouais, voilà, même monnaie. Et puis aussi protection des guerres. Ah oui, c'est ça, pour maintenir la paix. Ouais. Ok, très bien. T'as une idée, Jasmine ? Moi, c'est vraiment surtout sur le plan paix. Et aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est mon prof de géo l'année passée qui nous a fait remarquer ça. Il nous a demandé si on se sentait particulièrement belge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plus la culture européenne que la culture belge. Et en Europe, on a tous une culture plus ou moins commune. Et du coup, on a ce truc du patrimoine européen. C'est ça, au niveau de l'identité européenne, ça a l'air de plutôt marcher en tout cas. Il y a un effet à ce niveau-là. Mais à votre avis, à la base, pourquoi on a voulu créer ce concept d'Union européenne ? C'est Caroline Séguesser du CRISP qui va nous l'expliquer. C'est quoi le CRISP ? Le Centre de recherche et d'information sociopolitique. L'Europe, c'est un très beau projet qui est né après la Deuxième Guerre mondiale et son cortège d'horreur, ces millions de morts en Europe. Au départ, c'est un projet politique pour assurer la paix. C'était le premier motif. Et puis ensuite, il y avait une autre raison qui était de nature économique. Après la guerre, l'Europe est en très mauvais état, il y a eu des destructions, il faut reconstruire. Et un élément très important pour reconstruire l'Europe, c'est le charbon à l'époque. On se chauffe encore au charbon, on fait avancer les trains au charbon, le charbon sert à l'industrie. Et on s'est dit, on va commencer par ça. La première Union européenne, en fait, en 1950, qui est créée d'après le plan Schuman, Robert Schuman, un des pères de l'Europe. Donc Robert Schuman s'est dit, on va mettre ensemble la production de charbon des pays qui font du charbon. Donc il y avait la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Hollande, pour ne pas se faire concurrence. Pour simplement que nos efforts se mettent ensemble pour permettre à l'Europe de vite se relever des destructions de la guerre. J'ai vu, Daniel, que t'as voulu envoyer du poulet, là, t'as un peu hésité, mais t'as eu tes réponses au fur et à mesure ? Oui, elle a expliqué juste après, donc elle sortait un peu bête. Mais j'ai bien vu que t'étais un petit peu chatouilleux du poulet, là. Bon, est-ce que ça vous dit maintenant un petit jeu ? Oui. Allez. Oui. Alors attention, écartez-vous peut-être un petit peu, parce qu'une énorme roue va descendre du plafond, c'est la roue tourne qui tourne. Elle va nous permettre de comprendre à fond ce que décide aujourd'hui l'UE, l'Union Européenne, dans nos vies. C'est parti pour le jingle de la roue tourne qui tourne. C'est la roue tourne qui tourne. Ça y est les gars, la roue tourne vient d'arriver du plafond et cette magnifique roue qui clignote va vous permettre de gagner des bretzels à chaque bonne réponse. Pour info,
un des parlements européens est à Strasbourg. C'est pour ça qu'on a pris des bretzels. Vous allez commencer à lancer la roue tourne à tour de rôle et ça va tomber sur une question. Vous avez compris ? Oui. Ok, c'est parti. Qui veut commencer ? Honneur aux dames. Bon bah moi du coup. Vas-y, lance la roue. Ah, très très bonne question. Vous allez aimer cette question. Ça concerne votre smartphone. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle décidé d'imposer le chargeur universel, donc ce fameux câble USB-C, pour tous les appareils électroniques ? 3 propositions, tu choisis la bonne. 1. Pour limiter la production de déchets électroniques. 2. Car ils étaient trop fragiles et donc on devait en acheter plus souvent. Ou 3. Car Siri a la même voix que la présidente de la Commission européenne et ça l'embête énormément. Alors, j'aurais adoré répondre la troisième réponse, mais je pense que c'est la première. Pour limiter la production de déchets électroniques, Loïc, c'est une bonne réponse ? Oui, à partir du 1er janvier 2024, le chargeur USB-C sera universel. C'est pour améliorer le confort des utilisateurs et pour réduire les 11 000 tonnes de déchets électroniques annuels. Alors tu avais à peine fini d'expliquer si c'était une bonne ou une mauvaise réponse que Jasmine était déjà en train de se ruer sur son bretzel. Tu peux le déguster avec plaisir. Wow, il a l'air délicieux, croustillant. Attention, nouvelle question. Ça va être pour Daniel. Tu peux lancer la roue. Ok, question 2. Qu'est-ce que le Green Deal ? 1. C'est l'accord qui vise à reforester et réensauvager 40% du continent européen pour 2050. 2. C'est un pacte avec un ensemble de mesures pour que l'Europe devienne un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Ou 3. C'est le menu vegan d'une célèbre chaîne de fast-food. J'aurais aimé que ce soit les 3 réponses en même temps, mais je pense que c'est plutôt la 2, ça me paraît la plus logique. On va vérifier ça avec Loïc. C'est évidemment le pacte qui a inscrit la neutralité carbone dans la loi européenne pour 2050. Les mesures par rapport aux produits issus de la déforestation, qu'on avait vu un peu plus tôt, ça fait partie de ce pacte, c'est le fameux Green Deal. Ça vous semble réalisable, ça, la neutralité carbone d'ici à 2050 ? Donc on parle quand même de quelques années, quasi 25 ans. Quand on dit neutralité carbone, c'est plutôt vraiment plus du tout d'émissions de CO2 ou... Alors non, c'est pas plus du tout d'émissions de CO2, en fait c'est de compenser les émissions de CO2 par l'absorption de CO2 autre part. Ok. Donc on arrive à une neutralité. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait on produit du CO2 mais on plante des arbres en gros. Voilà. C'est exactement ça, on appellera puits de carbone et aussi des absorptions, mais au final on arrive à une balance zéro. Ok, ça, c'est convaincant ça comme processus ? J'ai quand même quelques doutes parce que quand je vois que tout près de chez moi, qui est de base c'est censé être la campagne, et puis je vois qu'à chaque champ on commence à construire des lotissements, je me dis que la neutralité carbone, je sais pas où ils vont les planter leurs arbres quoi. Tu t'inquiètes sur de la zone qui est réservée à cette nature ? Ouais, parce que moi j'aime bien faire des randonnées. Et je me dis que quand je vois, même quand je vais en Ardennes, maintenant, il y a beaucoup plus de maisons que je pense qu'il y avait avant. Et du coup, je me dis comment ils vont faire, quoi. Et toi, Daniel, tu penses quoi de pouvoir continuer à produire du CO2, mais de notre côté, de planter des arbres, c'est un truc qui marche pour toi ? J'espère que ça marche. J'espère qu'ils trouvent des solutions. Là, pour le moment, j'en vois pas. Mais peut-être que si je m'intéresse plus au sujet, je trouverais ça intéressant. Peut-être que même je pourrais aider, parce que c'est quelque chose qui ferait du bien à tout le monde et à moi aussi. Jasmine, ce serait pas plus simple d'arrêter de produire du CO2, mais de planter des arbres quand même, en fait ? Oui, clairement, mais je pense que c'est totalement utopique et que juste on n'y arrivera pas. Mais c'est bien de rêver. Roméo, c'est à ton tour de tourner la roue, tu es prêt ? Ouais. Ok, c'est parti. Alors, la troisième question est, dans quel pays n'est-il pas possible pour un étudiant européen de faire son Erasmus ? 3 propositions. 1. Le Luxembourg, car le financement de la bourse pour y aller devenait trop important. 2. L'Écosse, car le pays fait partie du Royaume-Uni et avec le Brexit, c'est devenu broquette pour l'Erasmus. Et 3. La Belgique, car la politique là-bas est trop compliquée, donc il faudrait au moins 5 années pour comprendre qui s'occupe de la gestion des dossiers. Qu'est-ce que tu choisis ? Je pense que je vais me tromper, mais je vais dire... allez, Luxembourg. Ouais, donc pour toi, c'est le Luxembourg que le financement de la bourse pour y aller devenait trop important. Ouais. Ok, on va vérifier avec Loïc. Non, mauvaise réponse, malheureusement, pas de bretzel pour toi, Roméo. En fait, c'est l'Écosse, parce qu'avec le Brexit, donc c'est la décision de 2020 de sortir du Royaume-Uni, de sortir de l'Union Européenne, en fait, désormais, c'est plus compliqué pour aller faire son Erasmus là-bas, mais en fait, que les étudiants qui veulent voyager ne se découragent pas, il y a quand même des initiatives pour étudier dans les pays du Royaume-Uni. Eh ben bravo à tous, on peut accompagner la roue tourne qui tourne vers le plafond parce que le jeu est terminé. Bravo la roue tourne. Merci la roue tourne. Merci la roue tourne. Merci.
On vient de parler de câbles USB-C, de Green Deal, d'Erasmus. Vous étiez au courant que l'UE, ça portait sur des décisions qui vous touchaient de si près ? Bah, Green Deal, ça, je connaissais pas parce que je ne fais pas une petite recherche tous les jours sur l'Union Européenne, mais par exemple, le chargeur, ça, je savais. Et Erasmus, je savais pas pour l'Écosse, mais par contre, je savais que c'était l'Union Européenne. Je me doutais que ça touchait de si près, mais je m'étais jamais réellement posé la question, à vrai dire. Après, pour les chargeurs universels, ça, je le savais. Le reste, je le savais pas. Je le savais pas forcément, non. Donc, vous me l'apprenez, là. Merci. Bah avec plaisir. L'Union Européenne, pour toi, ça prenait des décisions un peu plus abstraites, on va dire. Oui, un peu plus, entre guillemets, importantes aussi. Un peu comme dans les films, on voit des décisions de crise, pas des... Je vais dire des conneries comme des chargeurs ou... Eh ben, on est allé voir des personnes de votre âge pour savoir si elles aussi, elles se rendaient compte des décisions que prenait l'Union Européenne. Des collaborations pour les finances, etc., aider les pays à se construire, voilà. Je pense que ça sert à aider les pays à collaborer entre eux, mais sinon voilà. Enfin, être d'accord sur plein de choses, quoi. Et aider les autres, je sais pas moi. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi sert l'Union Européenne ? Non. Je sais pas. L'Union Européenne, non, je sais pas du tout. L'Union Européenne, pour moi, c'est unifier un groupe de pays afin d'organiser au mieux les choses. L'Europe, on l'a dit, c'est 27 pays, mais aussi des cultures très différentes. Et du coup, c'est qui prend les décisions ? Une décision ici, c'est l'aboutissement d'un processus, on va dire, assez compliqué, parce qu'au niveau européen aussi, il y a pas mal d'institutions. Bon, c'est ici qu'on s'accroche les gars, car je vous préviens, c'est super chaud. Oui, mais on va y arriver, hein. Il y a 3 organes en tout. D'abord, il y a le Parlement européen, un énorme organe qui rassemble 705 eurodéputés. Eh oui, il y a beaucoup de monde. Ces députés ont plusieurs rôles, hein, mais leur job principal, c'est voter les lois qui s'appliqueront aux pays de l'Union européenne. C'est pour ces députés que nous votons aux élections. La Belgique en élit 21. Est-ce que pour l'instant, c'est clair ou pas ? Oui. J'avais une petite question. Oui. Du coup, tu disais que la Belgique en élisait 21, mais du coup, il y a un quota par pays de députés ? Alors Roméo, j'ai essayé de piger, de savoir comment est-ce que les pays pouvaient envoyer des eurodéputés au Parlement européen. Je sais pas si t'es très fort en maths, mais apparemment, il y a des formules mathématiques proportionnelles et concaves. En gros, c'est plus ou moins par rapport à la taille du pays sans l'aide réellement. C'est pour ça qu'on en a que 21 sur 700, parce qu'on est très peu, je pense. Ah, c'est 700 en tout ? Oui, il y a 700 députés en tout, 705. Et on en a que 21 belges. 705. 705, ouais. Alors on a parlé du Parlement européen avec ta question, c'est super, mais c'est pas tout. Le Parlement européen n'est pas le seul à s'occuper des lois. Il y a aussi la Commission européenne. Hello. Ce sont genre les ministres de l'Union européenne, mais on les appelle des commissaires. Au Parlement, ce sont des députés, et à la Commission, ce sont des commissaires. Oui, il existe un commissaire par compétence. Par exemple, il y a le commissaire à la lutte contre le changement climatique, la commissaire du numérique, le commissaire au commerce, aux affaires étrangères, au budget, à la justice, à la santé, etc. etc. Cet ensemble de commissaires propose des lois au Parlement et négocie avec lui leur adoption, tout en veillant à la mise en œuvre concrète des décisions. J'ai l'impression qu'ils font une dépression. Est-ce que vous suivez toujours ? Car il reste encore un dernier truc et c'est du lourd. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Allez, courage, on continue. Et il y a enfin le Conseil de l'Union européenne. Oui, les gars. Il négocie et adopte avec le Parlement les lois proposées par la Commission. Il est composé des ministres des 27 États membres. Et son job, c'est de défendre l'intérêt de ces 27 États et non l'intérêt général de l'Europe. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit aussi chaud ? Moi, je vous avoue, pas du tout. Je pensais que c'était un peu plus simple quand même. Dans quel sens ? Dans tous les députés ? Oui, il y a des tas d'institutions, de commissaires, de ministres, de trucs. C'est chaud, je trouve, moi. Bah, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais après... Au moins, c'est bien fait. Ouais, tu crois que c'est bien fait, Daniel ? T'as confiance au système ? Bah, si on comprend pas, c'est que... Tant mieux, ils font ça bien, je sais pas, peut-être. T'as confiance aveugle ? Non, pas du tout. Jasmine, tu t'attendais à ce que ce soit si poussé ? En fait, moi, dans mon insouciance la plus totale, je pensais que on élissait un mec ou une meuf, enfin un humain, et que du coup lui il allait avec les autres personnes qui étaient élues et qu'ils discutaient de tout et n'importe quoi et que c'est eux qui prenaient les décisions et que c'était... Ouais, tu pensais que c'est un grand débat entre plusieurs personnes et que voilà. quand ils étaient tombés d'accord, bah boum, décision est tombée quoi. Mais là, tu te rends compte que c'est un peu plus dur que ça du coup. Oui, totalement. Est-ce que ce qui est étonnant, c'est pas que
cette élection qui a l'air d'être hyper compliquée, elle est accessible aux plus jeunes, aux plus de 16 ans, mais les autres, plus accessibles, plus abordables, comme les communales par exemple, elles ne le sont pas. C'est pas étonnant ça ? Bah moi je pense qu'il faut juste leur expliquer. Enfin, les personnes de 16 ans je pense pas qu'ils sont spécialement bêtes. Et du coup, il suffirait d'un bon enseignement là-dessus et ça ferait le taf. Très bien. Et ben pour récupérer un peu tout ça, je vous propose de prendre un bretzel gratuit. Wouhou. C'est cadeau. Yes. Ouais, c'est pas facile, mais sachez que tout ce petit monde doit se mettre d'accord et ça peut prendre pas mal de temps. Loïc, est-ce qu'on a un exemple ? Yes, cas concret. Octobre 2022, le Parlement européen vote pour l'interdiction de la vente de véhicules neufs avec des moteurs thermiques, donc des moteurs qui fonctionnent à l'essence ou au diesel, pour 2035. 2035, plus de moteurs thermiques. C'est une super bonne nouvelle, là. Donc tout le monde est content. Ciao la voiture qui rejette directement du CO2. Mais alors que tout était réglé, l'Allemagne n'a pas voulu soutenir le truc. C'est pas vrai. Parce que les voitures, et plus particulièrement les voitures avec un moteur thermique, en Allemagne, c'est super important. Les industries là-bas en construisent des milliers et en vendent pour des milliards d'euros, et ça emploie des centaines de milliers de gens là-bas. Ah oui, donc l'Allemagne a bloqué ça en Conseil de l'Union Européenne, et du coup tout est foutu, c'est ça ? Donc c'est nul, non ? Vous en pensez quoi ? Il faut que tout le monde soit d'accord. Bah oui. S'il y en a un qui veut pas, c'est... Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Relou, l'Allemagne. Relou l'Allemagne. En soi, je trouve que le principe de il faut avoir l'accord de tout le monde pour prendre une décision, c'est bien. Comme ça, tout le monde peut dire ce qu'il veut et c'est pas mal. Mais juste, fait chier l'Allemagne, quoi. Bah écoutez, je pense qu'il y a une bonne nouvelle parce que Loïc, c'est pas tout à fait fini cette histoire. Eh ben non, quand on n'est pas d'accord, on négocie et la commission, pour rappel, chargée de faire respecter les lois, est tombée d'accord avec l'Allemagne pour trouver un nouveau carburant, un carburant neutre. Ah oui, c'était sûr que t'allais te prendre un poulet sur ce coup-là, ça veut dire quoi carburant neutre ? En fait, c'est un carburant de synthèse, donc créé chimiquement, qui viendrait en partie du CO2, donc du carbone rejeté par les industries, et de l'hydrogène. Bon, vu tout cet accord, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en sort plutôt bien finalement ? Ouais, c'est chouette qu'il y ait une entente commune, quoi. Que tout le monde puisse avoir un peu ce qu'il veut. Bah, vu comment vous en parlez, là, ça a l'air pas mal. Bah ok, ça a l'air peut-être pas mal, mais les émissions de CO2 de ces voitures-là, c'est 15% des émissions de CO2 de toute l'Europe, donc ça va rester comme ça, quoi. Ça vous choque pas un peu de dire que finalement on fait rien par rapport à ça ? Bah si, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives réellement aux voitures au moteur thermique ? Parce que si les alternatives sont pas aussi écologiques, ça sert un peu à rien, quoi. Parce qu'on dit bannir quelque chose qui pollue, mais pour trouver des alternatives qui vont peut-être polluer plus ou qui vont polluer autant, ça a pas trop d'intérêt. L'initiative de vouloir supprimer ça, elle est bien. C'est juste l'Allemagne qui fait coincer le truc. Essayer de trouver des alternatives pour les moteurs thermiques, il faut vraiment trouver quelque chose qui est pratique et qui va dans le sens de la décision. Donc pour toi, en fait, Jasmine, il aurait fallu trouver des alternatives avant de soumettre cette interdiction. Je sais pas spécialement avant, mais juste je trouve ça au moins bien que la thématique vienne déjà et qu'ils en discutent. Je trouve ça pas mal. D'un côté, je comprends un peu l'Allemagne. Je vais pas dire que je les supporte, mais je les comprends. Enfin, si l'économie du pays tourne autour de la construction de voitures et si ça va mettre énormément de personnes au chômage, je pense que ça se défend. On aurait dû trouver des solutions avant. Si ça pollue plus, c'est inutile. Et maintenant qu'on comprend un peu mieux les enjeux de l'Union européenne, vous connaissez la bonne nouvelle, cette année, vous allez pouvoir mettre aussi votre nez dans tout ça. Car oui, les personnes de 16 et 17 ans doivent aussi voter au niveau européen. Alors question, est-ce que vous pensez pouvoir changer les choses au vu de tout ce qu'on vient de dire en votant pour l'Europe ? Je pars du principe qu'un vote est toujours important, même avec l'ampleur minimale de la voix qu'on peut apporter. Je trouve ça toujours important parce que c'est plein de petits votes qui font qu'on prend des grandes décisions et que le peuple peut se faire entendre. C'est hyper optimiste parce qu'il y a plein de gens qui pensent que leur voix sert à rien. Daniel, t'en penses quoi ? Non, je suis totalement d'accord. Chaque voix compte et s'il y a, 10 000 votes pour un parti, c'est que 10 000 personnes se sont dit que ça valait la peine et c'est grâce à ça que le parti gagne. Roméo, t'es d'accord avec ça, toi? T'es optimiste aussi? Oui, je trouve que c'est un point, mais après, il faut quand même le rendre utile, pas le dispatcher dans plein de petits partis pour qu'il soit gaspillé. Donc vous êtes tous plus ou moins optimistes par rapport au vote. Et s'il y avait une thématique que vous aimeriez défendre au niveau européen, ce serait laquelle, si vous deviez en dire une? Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est vraiment le climat et peut-être aussi question d'immigration et les conflits.
discuter un peu plus des conflits, la géopolitique, tout ça. Bah, ce serait l'écologie et la justice sociale. Daniel ? J'aimerais bien ajouter le patrimoine. Moi, ça me rend un peu triste de voir tous les sites archéologiques ou les vieilles églises qui se font déconstruire pour reconstruire des bâtiments tout modernes au-dessus. Enfin, je pense que c'est important de garder l'histoire de l'Europe et ne surtout pas la changer. Merci à tous pour vos avis, on arrive à la fin de ce podcast. On vous le rappelle, il est jamais trop tôt pour s'intéresser au fonctionnement de notre pays, à la démocratie, au fait de donner son avis. D'ailleurs, les élections européennes, ce sera le 9 juin prochain, en même temps que les régionales et fédérales. Et puis c'est pas fini, car en octobre 2024, on votera encore pour le niveau communal et provincial. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez les autres épisodes de ce podcast, parce que cette année, on vote à Skip. On vote à Skip, un podcast réalisé par Maxime Dumoulin, Loïc Van Gompel et Marc Chantemilan.